Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Aux abords du collège, il y avait une fabrique de confitures dont les effluves arrivaient jusque dans la cour. Chaque jour, c'était un parfum fruité différent. Lundi, pomme, mardi, fraise, mercredi, prune. Je me rappelle encore l'odeur de la rhubarbe qui se mélangeait à cette chanson que je fredonnais déjà. Une phrase en particulier m'intrigua. Il sentait bon le sable chaud. Que de couleurs, que de beauté dans ces quelques mots. Comme j'aurais aimé que l'on me dise « Tu sens bon le sable chaud, Henri ». L'enfant que je ne suis plus se posa alors la question ridicule qui allait changer ma vie. Quelle était l'odeur du sable chaud ? Oui, concrètement, ça sentait quoi, le sable chaud ? Je tentais alors un exercice pratique. Thème : mes vacances au Tréport. Le cri des mouettes, je les entendais bien au-dessus de moi. L'écume blanche des vagues, je la voyais bien s'échouer sur le sable. Le sel marin ou celui de la baraque à frites, je le sentais aussi dans l'air. Mais l'odeur du sable chaud, rien. Le vide olfactif. C'était un texte d'Henri Père. Alors on va vous emmener avec nous pour un fabuleux voyage olfactif qui va nous faire traverser les méandres mystérieux et enivrants bien sûr de l'histoire de l'odorat. Une quête captivante qui explore le lien intime entre l'humanité et le monde des fragrances en compagnie de l'historienne et spécialiste Annick Le Guerrer. Bonjour Annick. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir de nouveau. Et évidemment, je serai accompagné par Ayona Bermond qui a préparé cette émission de A à Z. Bonjour Ayona. Bonjour. L'odorat, ce sens nouveau, négligé, pas nouveau, ce sens souvent négligé au profit de ses pairs, plus en vue, a une histoire aussi riche que celle des grandes civilisations qui ont façonné notre monde. C'est une histoire tissée de parfums enivrants, d'arômes mystérieux, de fragrances qui transcendent le temps pour nous transporter à travers les âges. Cette histoire commence bien avant les premiers écrits, évidemment, dans l'aube lointaine de l'humanité. Imaginons alors nos ancêtres chasseurs-cueilleurs utilisant leur odorat aiguisé pour traquer leur proie, identifier les plantes comestibles et naviguer dans un monde sauvage et imprévisible. Dans ces temps anciens, l'odorat était plus qu'un simple outil de survie. C'était une clé pour comprendre et appréhender le monde qui les entourait. Et puis surgissent les premières civilisations des mondes antiques empreints de mystères et de cérémonies. L'Égypte, berceau de la civilisation, utilisait des parfums dans des rituels religieux et funéraires, on verra ça, donnant naissance à une tradition qui allait se répandre comme une brise parfumée à travers les siècles. Les Romains, quant à eux, voyaient l'odorat comme un signe de raffinement et d'élégance, ajoutant des senteurs exquises à leurs bains luxueux et à leurs célébrations grandioses. Au Moyen-Âge, une ère où les parfums pouvaient être un remède et où les alchimistes s'adonnaient à la création d'élixirs mystérieux. Les souks orientaux regorgeaient de marchands aux senteurs envoûtantes, tandis que l'Europe redécouvrait les délices des parfums perdus depuis longtemps. La Renaissance apporte une explosion de connaissances, de commerce et d'exploration, s'étendant jusqu'aux contrées lointaines où de nouvelles essences captivantes attendaient d'être découvertes. Les cours royales européennes rivalisaient alors d'ingéniosité pour créer des parfums uniques, reflétant la sophistication croissante de la société. Au siècle des Lumières, l'odorat devient un sujet d'étude scientifique approfondie avec des esprits curieux cherchant à percer les mystères de ces molécules magiques qui déclenchent nos sens. Les parfumeurs deviennent des artistes et les parfums des œuvres d'art liquides qui transcendent la simple fonction de masquer les odeurs corporelles. Et alors, nous arrivons à notre époque où la parfumerie devient une industrie mondiale influencée par la mode, la technologie et les tendances culturelles. Des maîtres parfumeurs contemporains repoussent les limites de la créativité, créant des fragrances qui évoquent des émotions, racontent des histoires et capturent l'esprit de notre époque, jusqu'à même nous pousser à acheter grâce au marketing olfactif. Ainsi se dessine une histoire de l'odorat et des odeurs, une émission forcément enivrante, qui traverse les âges, révélant comment notre relation intime avec les odeurs a évolué, reflétant les complexités de l'expérience humaine. Une histoire de l'odorat, c'est dans Timeline, évidemment. Annick, j'ai brossé un tableau rapide, très rapide, trop rapide évidemment. Vous êtes anthropologue, philosophe, spécialiste de l'odorat depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette voie-là ? Eh bien, j'ai été attirée dans cette voie-là parce que lorsqu'il a fallu que je cherche un sujet de thèse, un sujet original si possible, il n'y avait rien sur l'olfactif. Dans les années 80, le livre d'Alain Corban n'était pas encore paru, puisqu'il est paru en 1982. Quand je me suis inscrite en thèse, il y avait un grand vide concernant l'olfactif, ce qui a fait que j'ai voulu explorer le champ de l'olfactif.
Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les chercheurs, les historiens ne s'intéressent pas à l'odorat? Et ça a été le départ de mon enquête, en fait. Quelles étaient les raisons de ce vide sidéral concernant l'olfactif? Et donc j'ai enquêté et je me suis aperçue que dès l'Antiquité, les philosophes grecs avaient eu une appréciation péjorative de l'odorat. Platon, Aristote considéraient que l'odorat était un sens moins noble, moins intellectuel que la vue et que l'ouïe, qui passaient pour des sens de la connaissance noble. Et ce jugement a perduré jusqu'au XXe siècle, en fait, jusqu'à Nietzsche, qui lui considérait que tout son génie était dans son odorat. Mais de l'Antiquité jusqu'à Nietzsche, on peut dire que le jugement des philosophes a été dépréciateur. Descartes considérait l'odorat comme un sens grossier, Kant, au XVIIIe, comme un sens inutile, qu'il valait mieux ne pas développer, Vous vous rendez compte? Ouais. Un sens contraire à la liberté. Donc ça pesait très très lourd sur l'intérêt pour l'odorat, tous ces jugements de grands penseurs. Hegel, au XIXe, considère que l'odorat est un sens incapable de donner naissance à un art. Un peu plus tard, le philosophe allemand Simmel considère que l'odorat est un sens antisocial. Et donc ce jugement des philosophes a découragé les travaux sur l'odorat. Les scientifiques n'étudiaient pas l'odorat. On étudiait la vue, l'ouïe, et c'était un sens qui n'était pas étudié, qu'on ne connaissait pas. Et la psychanalyse a réenchéri en reprenant à son compte ce jugement dépréciateur sur l'odorat, un sens inférieur, animal, sans langage, trop lié à la sexualité. Et Freud, dans Malaise dans la civilisation, a affirmé que la civilisation s'est développée grâce à l'effacement de l'odorat. Incroyable. Donc vous voyez combien ça a pu jouer un rôle considérable sur le manque d'intérêt qu'on a pu porter à travers les siècles à ce sens, même si dans la vie courante, il était en activité. Mais il a fallu attendre, si je puis dire, 2004 pour que des chercheurs reçoivent le prix Nobel concernant leurs travaux sur l'odorat. 2004. Donc cet intérêt pour l'odorat est très récent. Quand j'ai commencé ma thèse dans les années 80, travailler sur l'odorat était mal vu. Et le livre d'Alain Corbin en 82 a été une sorte d'électrochoc. Le miasme et la jonquille. Voilà, le miasme et la jonquille, parce que ça a attiré l'attention sur un sens qui n'était pas étudié. Ça a été un véritable électrochoc. C'est vrai, oui. Et à partir de là, il y avait déjà Piero Camporesi qui travaillait un peu sur l'odorat, l'historien italien. Et Vigarello. Vigarello, un peu plus tard. Et mon livre, Les pouvoirs de l'odeur, est paru en 88. Mais on a fait partie des premiers chercheurs à parler de l'odorat, à attirer l'attention sur ce sens. Alain Corbin, en notant que notre intolérance aux mauvaises odeurs s'était accrue à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et que ça avait eu des effets très importants sur le développement de l'hygiène publique, des villes, la montée de l'individualisme, le désentassement dans les hôpitaux, dans les prisons, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, ça c'est sûr. On a repoussé, je crois, à ce moment-là, les cimetières d'ailleurs. On a repoussé des villes. Le cimetière des Saints Innocents a été déplacé parce qu'on considérait que ces corps qui se décomposaient constituaient un foyer d'infection et d'épidémie. Et donc, à partir de cette seconde moitié du XVIIIe siècle,
l'attention aux mauvaises odeurs s'est accrue et ça a eu des effets positifs puisque ça a quand même concouru au développement d'hygiène publique. Pavage des rues, ramassage des ordures, tout à l'égout au 19e, des rues plus larges, mieux ventilées, des entassements dans les hôpitaux, les prisons. On ne mettait plus 6 patients dans un même lit, vous voyez. Donc ça a eu des effets sanitaires, architecturaux importants et urbanistiques aussi. Bien sûr. Je pense aussi à la voirie Montfaucon. Montfaucon, Ouais, aux portes de Paris, le charnier de Montfaucon, où on désossait les chevaux âgés, etc., et qui passaient pour un foyer d'infection terrible, a été lui aussi fermé. On a demandé la fermeture de Montfaucon. Parce qu'il y avait cette peur des épidémies, notamment de peste, qui avait fait des ravages pendant des siècles. Et donc, moi, mon enquête, elle s'est constituée déjà à partir de cette question originelle. Pourquoi est-ce que nous accordons aussi peu d'attention à l'odorat ?